Briefing pour le programme Mania 4 pour la formation à la licence PPL et LAPL. Ce programme traite de la relation puissance-vitesse-incidence et du changement de configuration. Le briefing Mania 4 est intégré dans la phase 1 de la formation Mania Tour de piste. Les objectifs de ce programme Mania 4 sont de varier la vitesse et maintenir la trajectoire constante, et de découvrir les effets d'un changement de configuration. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble le briefing avant décollage, le TEM, gestion de la menace, les actions de mémoire pendant la course au décollage, la définition de la résultante aérodynamique, la définition de l'incidence, la relation puissance-vitesse-incidence, la relation puissance-vitesse, les volets d'atterrissage et enfin le train rentrant. Tout d'abord, le briefing avant décollage qu'il faut faire avant chaque décollage pour mettre dans sa mémoire à court terme les actions qui vont être effectuées pendant le décollage. Il y a tout d'abord la trajectoire, la piste en service, la vitesse de décollage, la vitesse de montée initiale, le premier cap, la première altitude et la première estimée, particulièrement dans le cas de la navigation. Ensuite, il y a la partie anomalie, en cas d'anomalie avant décollage et en cas d'anomalie après décollage, le cas de l'incident mineur ou de la panne moteur. Enfin, il y a la partie menace, gestion de la menace, et dans le cas du vol en instruction, qui fait quoi en cas de panne réelle. Voici un exemple de briefing avant décollage. Je décolle piste 25, vitesse de décollage 50 nœuds, vitesse de montée initiale 60 nœuds, premier cap 45 degrés, première altitude 1500 pieds, première estimée dans 8 minutes, soit à 16h45 au point Novembre Echo. En cas d'anomalie avant décollage, j'interromps le décollage. En cas d'anomalie après le décollage, incident mineur, je ferai un tour de piste adapté. Panne moteur, immédiatement après le décollage, je me pose dans un secteur avant droit. Mais si la panne apparaît après 1000 pieds QNH, je me pose dans un secteur à gauche. Les menaces du jour sont la distance de décollage de 600 mètres. Je vais donc faire un décollage plein gaz sur frein. En cas de panne réelle, vous aurez les commandes. Il y a deux choses importantes à savoir. Tout d'abord, c'est qu'il y a une chronologie dans le briefing avant décollage qui doit être respectée, car vous allez rentrer dans une routine de chronologie qui vous permet de ne rien oublier. Vous savez qu'après tel item, par exemple après la piste en service, vous devez parler de la vitesse de décollage. Et ainsi de suite, cela vous permet de manière méthodique de ne rien oublier. Ensuite, le briefing avant décollage ne doit pas être récité de manière scolaire, il doit s'adapter au départ. Ainsi, vous avez un cap, par exemple, après décollage qui va changer, une altitude qui n'est pas toujours la même, et notamment dans le cas de la panne, comme vous l'avez vu, le pilote parle du cas de la panne moteur et différencie deux options. La première option, une panne proche du sol où il irait sur la droite, et ensuite une option où la panne arriverait un peu plus tard, après 1000 pieds QNH, où il irait se poser sur la gauche parce qu'il sait que sur ce QFU de décollage, il y a un secteur qui est dégagé à gauche. Donc adaptez bien le briefing avant décollage, c'est un outil pour activer votre mémoire à court terme en fonction des conditions du jour. Si vous souhaitez aller plus loin sur le briefing avant décollage, je vous invite à visionner le cours qui est dédié à ce sujet. Parlons maintenant du TEM, la gestion de la menace, en anglais Threat Error Management. C'est une philosophie qui est proactive, c'est-à-dire que vous allez en avance de phase anticiper une menace, et ce n'est pas un enseignement technique au pilotage. L'objectif du TEM, c'est bien d'identifier des menaces, c'est le premier point, mais surtout, il ne faut pas oublier le deuxième point, c'est de trouver une action pour soit éviter la menace, soit l'isoler, soit l'atténuer. Ce que doit être un briefing TEM, une identification de la menace, c'est d'identifier clairement la menace ou les erreurs possibles pour la phase de vol. Pour le cas du briefing avant décollage, c'est le départ. Également, il faut trouver une stratégie réelle face à la menace ou l'erreur que vous avez identifiée. On parle de l'éviter, de l'isoler ou de l'atténuer. Enfin, ce que ne doit pas être un briefing TEM, c'est un listing de tous les événements, en incluant ceux qui ne sont pas pertinents. Vous risquez de noyer l'information. Par exemple, s'il fait beau, ça ne sert à rien de l'évoquer car ce n'est pas une menace. Ce que ne doit pas être aussi un briefing TEM, c'est juste une identification d'un risque, mais sans y associer de stratégie. Si la piste est courte, vous l'évoquez, c'est une menace, mais il faut trouver une stratégie pour l'éviter, pour l'isoler ou pour l'atténuer. Par exemple, vous pourriez dire « Aujourd'hui la piste est courte, ma décision c'est de m'aligner en utilisant le maximum de pistes
et en décollant, plein gaz sur frein. Vous avez identifié une menace et vous avez trouvé un moyen de l'atténuer. Bien que le TEM soit applicable vraiment durant tout le vol, il va être évoqué systématiquement à 3 moments clés du vol. C'est le briefing avant décollage et ensuite les briefings que vous verrez plus tard, avant l'arrivée, le briefing arrivée et avant atterrissage, le briefing approche. Si vous souhaitez aller plus loin sur le TEM et la gestion des menaces mise en place de stratégie, je vous invite à visionner le cours qui est dédié à ce sujet. Parlons maintenant des actions à faire de mémoire pendant la course au décollage. Vous allez vérifier en affichant la puissance que vous avez bien le régime minimum du manuel de vol, vous annoncerez puissance disponible. Ensuite, vous annoncerez pas d'alarme quand vous aurez vérifié qu'il n'y a pas d'alarme. Et enfin, vous allez vérifier que l'anémomètre est actif, que la vitesse augmente, que le badin est actif, vous annoncez badin actif. Vous avez donc 3 vérifications à faire, puissance disponible, pas d'alarme, badin actif ou anémomètre actif en fonction du vocabulaire que vous souhaitez utiliser. L'ordre est important, tout simplement parce que vous allez afficher la puissance, donc c'est à ce moment qu'il faut vérifier la puissance minimale à vérifier pour votre avion. Ensuite, une fois que vous avez mis plein gaz, c'est à ce moment où il peut y avoir une panne qui se produit car le moteur est sollicité, donc vérifier qu'il n'y a pas d'alarme. Et enfin, une fois que l'avion a un peu accéléré, bien ça va être le moment de vérifier que la vitesse bouge, que le badin est actif et donc vérifier et annoncer badin actif. C'est très important et il faut le rappeler, s'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que dans vos vérifications il y a quelque chose qui n'est pas bon, il faut interrompre le décollage. D'un point de vue perfectionnement, au fur et à mesure de votre progression, vous irez plus loin. L'expérience a démontré qu'il est important de vérifier l'accélération de votre avion pour vous assurer qu'elle est suffisante pendant le décollage. Cette vérification peut s'effectuer avec l'aide d'un repère extérieur, un repère qui matérialiserait une vitesse que vous devriez avoir atteinte à ce repère ou éventuellement la rotation que vous ayez décollée. Les annonces deviendraient donc puissance disponible, pas d'alarme, badin actif, puis accélération suffisante. Vous irez plus loin durant le programme Tour de piste 1 au chapitre décollage interrompu et également dans le programme Mania 9 quand vous ferez le chapitre performance. Il y a également une vidéo dédiée à la panne avant décollage qui va plus en détail dans cette notion d'accélération suffisante. Parlons maintenant de la résultante aérodynamique qui se crée sur votre aile grâce au vent relatif et qui se décompose en portance et en traînée. La résultante aérodynamique, c'est une formule qui est égale à 1/2 de ρ, c'est la densité de l'air, S, la surface de l'air, V au carré, la vitesse au carré de votre aile, et le coefficient de résultante aérodynamique qui peut se décomposer en coefficient de portance et en coefficient de traînée. Définissons l'incidence, c'est l'angle entre le vent relatif, la trajectoire de votre avion, et la corde de l'aile. Vous voyez l'angle d'incidence en rouge à l'écran. Par rapport à l'horizon, nous avions défini la pente dans le programme précédent et nous avions défini l'assiette dans les premiers programmes de la formation. Dans cet exemple, la corde de l'aile est confondue avec l'axe longitudinal de l'avion. Ce n'est pas toujours le cas, parfois il y a 1 ou 2 degrés d'écart. Conservons toujours l'exemple avec une corde de l'aile qui est confondue avec l'axe longitudinal de l'avion, mais prenons une trajectoire où l'avion est en palier, c'est-à-dire que la pente est égale à 0. L'avion ne monte pas et ne descend pas. Nous trouvons donc l'assiette en bleu qui est égale à l'incidence. Dans cette situation, c'est le seul moyen physique de mesurer, d'avoir une idée de l'incidence de l'avion, car sur les avions légers, en général, nous n'avons pas l'instrument, l'incidence mètre, qui permet de connaître l'incidence de l'avion. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert cette incidence ? Si nous revenons sur la résultante aérodynamique et sur le C, qui était le coefficient de résultante aérodynamique à la fin de la formule, eh bien ce coefficient, qui peut se décomposer en coefficient de portance ou coefficient de traînée, est directement lié à l'incidence de l'avion. Plus votre avion a une incidence qui va augmenter, plus le coefficient va augmenter, donc la résultante aérodynamique, jusqu'à un point qui est en fonction du profil de l'aile, où l'avion ne peut plus porter. Le coefficient diminue jusqu'à disparaître, c'est l'apparition du décrochage. L'avion ne peut plus voler. Parlons maintenant de la relation puissance-vitesse-incidence. Utilisons la formule de la portance, qui est la même que la résultante aérodynamique, sauf que nous utilisons à la fin le coefficient de portance.
Imaginons le cas d'un avion en palier, la portance contre le poids. Il y a une partie de la portance qui est liée à la vitesse en rouge et une partie de la portance qui est liée à l'incidence en bleu. La densité de l'air logiquement ne change pas et la surface de l'aile ne change pas. Si jamais nous réduisons la vitesse en palier, nous souhaitons garder la même altitude, eh bien si la portance liée à la vitesse diminue, il va falloir augmenter la portance liée à l'incidence pour que, dans cette équation, les deux valeurs soient égales, c'est-à-dire la portance reste la même, l'avion reste en palier, il ne monte pas, il ne descend pas. Comme nous l'avons vu précédemment, le coefficient de résultante aérodynamique, qui peut se décomposer en coefficient de portance et en coefficient de traînée, est directement lié à l'incidence. Pour augmenter ce coefficient, il faut augmenter l'incidence. Donc en palier, si vous voulez garder la même altitude, gardez le palier en réduisant la vitesse. Pour augmenter la partie de portance liée à l'incidence, eh bien vous devez augmenter l'incidence de votre avion. Vu de l'intérieur du cockpit, prenons l'exemple d'un avion qui est en croisière, le repère pare-brise sur l'horizon, l'assiette à 0 degré, la portance est principalement liée à la vitesse, et vous vous rapprochez d'un circuit d'aérodrome, vous allez réduire la vitesse pour vous intégrer. Donc, comme la vitesse diminue, vous allez contrer la perte de portance en augmentant l'incidence, et vous voyez l'assiette qui augmente sur l'horizon. Parlons maintenant de la relation puissance-vitesse. Lorsque vous êtes en palier ou en descente, c'est la puissance qui va vous permettre de contrôler la vitesse. Il y a une relation simple entre la puissance et la vitesse, 100 tours par minute sur l'affichage du régime moteur, où impression d'admission ou 5% va correspondre environ à 5 nœuds ou à 10 km/h. Mettons en pratique cette relation. Prenons l'exemple d'un pilote qui désire voler à 150 km/h en palier, c'est très important. C'est-à-dire qu'il va faire varier sa vitesse, mais il désire garder la même altitude. Son circuit visuel, 90% du temps à l'extérieur sur le repère pare-brise, 10% du temps sur l'instrument qui l'intéresse, l'anémomètre pour la vitesse. Il lit 180 km/h. Il va donc 30 km/h trop vite. Grâce à la formule 100 tours par minute qui sont à peu près égales à 10 km/h, il en déduit qu'il faut réduire d'environ 300 tours par minute. Il va donc venir regarder rapidement l'instrument du moteur pour réduire de 300 tours et revenir sur son repère pare-brise, car comme la vitesse va diminuer, il va être obligé d'appliquer une variation d'assiette à cabrer. Nous l'avons vu précédemment, si la portance liée à la vitesse diminue, il faut augmenter la portance qui est liée à l'incidence. Vous voyez donc la variation d'assiette à cabrer, qui est une action progressive. Au fur et à mesure que la vitesse diminue, l'assiette monte doucement sur l'horizon pour garder le palier, c'est-à-dire conserver l'altitude qui est lue sur l'altimètre. Parlons maintenant des volets d'atterrissage qui changent le profil de votre aile, et en changeant le profil de l'aile, eh bien, ils changent le coefficient de la résultante aérodynamique, qui peut se décomposer en coefficient de portance et coefficient de traînée. Tous les deux augmentent avec les volets d'atterrissage qui sortent. Le coefficient de portance augmente, ça veut dire que l'avion va avoir une portance plus forte, il va pouvoir voler à des vitesses plus faibles. Par contre, le coefficient de traînée augmente, ça veut dire que l'avion freine plus, du coup il va falloir plus de puissance pour garder la même vitesse. Voici des exemples de volets d'atterrissage avec système de bec et système de volet, système de volet d'intrado, des volets type foiler, c'est des volets qui sortent et reculent en même temps, des volets de courbure, c'est les volets les plus courants sur nos avions légers, et des volets de courbure à fente avec un espace où l'air peut passer. Lorsque vous allez rentrer ou sortir les volets, il va y avoir des effets très importants sur l'aérodynamisme. Par exemple, lorsque vous les sortez, vous augmentez significativement la traînée et la portance. Et il y a également l'apparition d'un petit couple, car le foyer, qui est l'endroit où s'appliquent les forces aérodynamiques, se déplace. Ce petit couple, en gros, c'est un couple piqueur lorsque les volets sortent et cabreur lorsque les volets rentrent. Dans tous les cas, au niveau du pilotage, vous allez devoir contrer ces modifications de l'aérodynamisme et du couple qui se crée par une action adaptée sur le manche pour faire varier l'assiette. Vous devez également, lorsque vous manipulez les volets, respecter la vitesse maximale d'utilisation des volets que vous retrouvez dans le manuel de vol de votre avion à la section limitation ou également sur l'instrument. La plage blanche, c'est la plage d'utilisation de vos volets. Si votre avion est équipé d'un EFIS, c'est-à-dire qu'il est glace cockpit, vous retrouverez exactement le même code couleur sur l'anémomètre. La plupart des avions légers sont équipés de trains fixes,
Mais sur certains, vous trouverez un système de train rentrant avec une commande dans le cockpit pour le sortir et pour le rentrer et un voyant qui vous permet de savoir si le train d'atterrissage est verrouillé ou est sorti. L'avantage du train d'atterrissage qui rentre, c'est de diminuer la traînée. Le désavantage, c'est d'augmenter le poids de l'avion avec un système un peu plus complexe et également augmenter le risque de panne si le train ne rentre ou ne sort pas. Vous devez faire 3 recherches personnelles avant ce programme Mania 4. Tout d'abord, dans le manuel de vol section procédure normale, recherchez la puissance minimum pour votre avion lors du décollage. Dans cet exemple, c'est 2250 tours, c'est peut-être une valeur différente dans votre avion, mais il faut la connaître pour être capable d'annoncer puissance disponible lors des vérifications de mémoire. Le deuxième point à faire, c'est calculer votre variomètre sans vent en finale. Vous prenez la vitesse de votre avion, sans vent, vous le multipliez par la pente théorique standard de 5% et vous obtenez la pente en finale sur votre variomètre en pieds par minute. Ensuite, dernière recherche à faire à l'aide de documents ou sur Internet, c'est des recherches qui concernent le fonctionnement du transpondeur et notamment les différents modes ACS et le mode IDENT. Toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas trouvé réponse, eh bien, posez-les à votre instructeur, il y répondra durant le briefing avant vol. Les exercices que vous allez faire en vol durant ce programme Mania 4 sont tout d'abord le briefing avant décollage, le décollage en incluant les actions de mémoire pendant la course au décollage, le pilotage de l'avion à la puissance de croisière en vol rectiligne horizontal, le pilotage de l'avion en palier à des vitesses prédéterminées, nous avons vu la variation de vitesse en palier avec la méthode à appliquer, la démonstration de l'effet des volets durant le retour et l'approche sur le terrain, et enfin la démonstration de la tenue du plan en finale avec le contrôle de ce plan en utilisant le variomètre. C'est la fin de ce briefing pour le programme Mania 4. Je vous souhaite un très bon vol.